Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mes vidéos, bien sûr. Aussi, vérifiez pour tous ceux qui sont déjà abonnés vos abonnements, puisque YouTube a tendance à désabonner mes abonnés, et je l'ai encore remarqué récemment. Donc vérifiez bien votre abonnement, et pour ceux qui me regardent sur YouTube, de cliquer sur la petite cloche afin de ne rien manquer. Et enfin, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 21 juin 2025. Et peut-être que les prochaines vidéos ne s'appelleront plus point sur l'Ukraine, puisque avec l'Ukraine qui s'efface des médias et avec cette nouvelle guerre Iran-Israël, ben, peut-être que le format risque de changer. Et puis bon, de toute manière, bien sûr, peut-être que le format reviendra au format original d'il y a très longtemps, où il n'y avait pas de point sur l'Ukraine, mais simplement les nouvelles générales du monde. Peut-être que nous en arriverons là dans un futur, à moyen terme ou à long terme, je ne le sais pas. Bien entendu, ce n'est point figé. Voilà, bon, là en tous les cas, c'est toujours le point sur l'Ukraine. Et là, on peut voir que l'Union européenne est absolument sur les dents, et pas sur la défensive, mais sur l'offensive, toujours l'offensive médiatique, surtout, et oui, car plus que jamais la menace russe est très présente, plus que jamais pour l'Union européenne, bien entendu. Eh bien, les Russes peuvent déferler dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on ne sait pas, sur l'Union européenne. Donc, ils surenchérissent, alors que les États-Unis font absolument l'inverse. Là, on a Trump qui a dit qu'il verrait bien le G8 avec le retour de la Russie, même si la Russie a dit que non, il ne reviendrait jamais au format G8, ça ne les intéresse pas. En tous les cas, Trump, lui, fait un rapprochement avec Vladimir Poutine, même si, quand Vladimir Poutine a proposé sa médiation en tant qu'arbitre, donc avec Israël et l'Iran, Trump s'est moqué de Vladimir Poutine en disant, bon, écoute, occupe-toi d'abord de l'Ukraine, après l'Iran et Israël, tu verras ça après. C'est ce que Trump a dit dans les médias. Bon, on va voir tout ça en article où là je développe cette petite moquerie qui en dit beaucoup sur Donald Trump, mais aussi des relations entre Donald Trump et la Russie. Donc, disais-je, l'Union européenne ne fait que surenchérir. Alors évidemment, ça n'a pas changé depuis des mois, et que ça n'a pas changé quant à l'inquiétude que cela nous devrait nous procurer à nous, Européens. Et oui, parce que en attendant, cela semble une vague de fonds inarrêtable, avec des budgets qui sont effectivement dépensés, et là on parle de centaines de milliards d'euros, pour les budgets de la défense. Tout semble aller dans leur sens. Évidemment, vous allez me dire, l'Union européenne, énorme mafia s'il en est, fait tout pour. On a l'impression que cette fuite en avant, c'est fait pour oublier bien toutes leurs exactions, toute leur corruption, le fait que bah, tout s'écroule autour de l'Union européenne, montée des nationalistes, montée, comme ils le disent, du populisme, voilà, montée même du patriotisme, montée du sentiment anti-immigration. On a l'impression que tout cela leur échappe et qu'ils ne savent pas quoi faire à part essayer de trouver absolument un ennemi, en l'occurrence la Russie, afin bah, d'éviter de parler de tous ces sujets extrêmement graves qui s'invitent dans tous les débats pourtant dans l'Union européenne, et de plus en plus puisque l'Union européenne
est de plus en plus déchiré par cette montée du nationalisme. Ça a commencé en Suède, en Allemagne, en Italie, là tout dernièrement au Portugal. Mais tout cela doit fortement les inquiéter. Et je les comprends, étant donné leur position absolument pro-immigration, pro-wokisme, etc. Bref, alors que, je le répète, les États-Unis vont dans le sens inverse, grâce à Donald Trump, là, pour le coup. Donc maintenant, concernant Donald Trump, qui souffle le chaud et le froid en permanence concernant l'Iran et Israël, malheureusement a fait la même chose avec l'Ukraine. Donc Donald Trump, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il pense ou le sait-il lui-même, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. En tous les cas, tout est très inquiétant sur la scène internationale, tout va très 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 vite. Une chose, un événement peut annoncer le lendemain un autre événement qui chasse l'autre. Bref, on sent quand même un changement sociétal mondial qui est en train de se précipiter du fait même que des événements importants arrivent un peu partout dans le monde dans un laps de temps très court. On l'a vu avec l'Ukraine, on l'a vu avec le conflit à Taïwan qui engage les États-Unis et la Chine principalement. On l'a vu avec l'intervention de la Corée du Nord, alors, en Ukraine, mais apparemment la Corée du Nord aide aussi l'Iran de manière active. Alors c'est des informations à vérifier, mais en tous les cas ça vient de Military Watch Magazine. Et on apprend que la Chine en réalité aide l'Iran de manière très indirecte, mais malgré tout effective. Donc tout ça montre un tournant mondial qui est en train de se faire, qui vont peut-être bouleverser nos vies, peut-être au quotidien, nous verrons bien, mais en tous les cas, une chose est certaine, il y a un bouleversement de la géopolitique mondiale, tout se passe très très vite et qui pourrait peut-être nous mener à une catastrophe mondiale, je ne sais pas sous quelle forme, mais en tous les cas, le monde ne sera plus jamais tel que nous l'avons connu, surtout ceux qui ont un certain âge, où on pensait qu'il y aurait une stabilité mondiale, une paix mondiale, et au final c'est tout l'inverse que l'on a eu, et tout cela à cause de qui? De l'Union européenne et des États-Unis. Voilà, ils nous ont entraînés dans une incertitude économique, une incertitude même militaire, pourrait-on dire, et une incertitude sociétale tout simplement mondiale, sans compter qu'en plus il y a des événements annexes qui ont l'air anodins, mais qui sont bien présents, comme par exemple la montée de l'intelligence artificielle qui promet de bouleverser nos vies de manière absolument extraordinaire, et je vous le dis tout de suite, pas pour le mieux, puisque bien évidemment, tout ça créera énormément de chômage et bien sûr, cela va bouleverser complètement notre société qui va devenir robotisée de manière extrême, puisque évidemment, on a la montée de l'intelligence artificielle, mais aussi de la cybernétique et des robots, bien évidemment, tout va ensemble. Regardez les robots soldats de Boston Dynamics qui sont quand même extrêmement impressionnants. Donc vous vous doutez bien que tout ça s'immiscera dans toutes les strates de la société et bien entendu sans oublier le militaire. Et ce sera dans le secteur militaire que l'IA bien sûr s'immiscera de manière considérable en premier, ensuite dans notre vie quotidienne. Bref, voilà, ça c'était le petit point sur les bouleversements sociétaux. Donc tout ça promet d'énormes changements, il va falloir s'adapter. Bref, en tous les cas, revenons à nos articles concernant le point sur l'Ukraine. Commençons. Alors on va commencer avec un article humoristique du Wall Street Journal, vous allez comprendre pourquoi, qui date du 11 juin et qui dit « Où la Russie progresse en Ukraine et ce qu'elle espère gagner. L'offensive de Moscou vise à faire croire aux dirigeants occidentaux que la victoire du Kremlin est inévitable.
les forces russes ont envahi davantage de territoires ukrainiens en mai que pendant presque tous les mois depuis la fin de 2022, alors que le Kremlin lance une offensive estivale pour donner l'impression à l'Occident que la victoire est à sa portée. Alors vous notez la contradiction, on vous dit que les Russes ont pris davantage de territoires ukrainiens en mai que pendant presque tous les mois depuis la fin 2022, mais que c'est juste pour donner l'impression à l'Occident que la victoire est à sa portée. Si ça venait pas du Wall Street Journal, ce serait à mourir de rire. Mais bon, attendez, c'est pas fini. Là, on a un tweet tout aussi humoristique que le Wall Street Journal, donc qui vient de l'ISW, c'est-à-dire The Institute for the Study of War, qui a été créé par la famille Nuland, dont la fameuse Victoria Nuland, celle qui a créé avec ses petites mains le coup d'État américain à Kiev en 2014 avec l'ambassadeur américain de l'époque, Jeffrey Payette. Donc c'était quand même à souligner cette origine de l'ISW, ce pourquoi il a été créé. Et là, l'ISW nous dit Poutine peut avoir ordonné au commandant militaire russe de se mettre en retrait pour tout ce qui est mode défensif, c'est-à-dire d'être uniquement en mode offensif, afin de créer l'illusion que les contre-offensives ukrainiennes n'ont achevé aucun but tactique ou opérationnel, malgré l'aide substantielle de l'Ouest, de l'Occident. Donc là, c'est comme le Wall Street Journal, c'est-à-dire pour expliquer cette avancée énorme des Russes sur le front, eh bien l'ISW nous dit peut-être que Poutine a ordonné d'arrêter d'être en mode défensif pour être en mode offensif, et cela a permis de créer une illusion que les contre-offensives ukrainiennes ont été complètement inefficaces, aussi bien sur le plan tactique qu'opérationnel. Et ce, malgré l'aide substantielle de l'Occident. Vous voyez un petit peu le niveau de propagande, et là je ne dirais pas le déni de réalité, c'est pas du déni de la réalité, l'ISW c'est très bien ce qui se passe sur le terrain, tout comme le Wall Street Journal qui est très très bien informé, et d'ailleurs l'ISW, le Wall Street Journal, New York Times, Washington Post et bien d'autres encore ont leurs entrées à l'état-major ukrainien. C'est la même chose avec l'état-major israélien, où c'est l'état-major israélien qui donne les infos à diffuser aux grands médias occidentaux. Et bien pour l'état-major ukrainien, c'est la même chose, avec des petites exceptions, où des fois on a la vérité, pour éviter quand même que cela se voit trop. Mais en attendant, c'est quand même très drôle à voir. Ici, on a un article du New York Times qui nous dit que Trump renouvelle son soutien à Poutine malgré les tensions avec ses alliés. Le président Trump a ouvert son discours lors du rassemblement du groupe des 7 pays industrialisés en critiquant la décision d'expulser la Russie du bloc après l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014. Donc en gros, ce que voudrait Donald Trump, c'est que la Russie fasse à nouveau partie du G8. Il n'y a qu'un petit souci, c'est que Poutine a été très clair, il ne veut pas faire partie du G8. Donc il ne veut pas intégrer ce groupe de pays, parce que pour lui, ça ne signifie plus rien, ce groupe-là. Donc il faudrait que Trump se tienne au courant des annonces de Poutine quant à ce qu'il pense du G7. Bref, passons. Ici, on a un article de la Rand Corporation, qui est le plus grand centre de réflexion américain, qui nous dit où Trump et Poutine pourraient conclure un accord. Et là, on voit que l'accord pourrait être nucléaire. L'approche du président américain Donald Trump envers la Russie a été dominée par ses efforts pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Mais l'administration a l'occasion de progresser sur un autre impératif urgent de sécurité nationale, le contrôle des armes nucléaires.
De fait, après son retour au pouvoir cette année, Trump n'a pas tardé à appeler des négociations avec la Russie et la Chine pour une dénucléarisation massive. Alors bon, ça finira sur rien du tout, tout cela évidemment, mais c'est juste pour montrer qu'il y a un rapprochement réel entre les États-Unis et la Russie. Trump a montré là, avec cet article, un énième signe. En tous les cas, il veut un monde, tout du moins Trump veut un monde multipolaire qui serait bien sûr géré avec le bloc russe, américain et chinois, avec peut-être un bloc indien, mais en tous les cas, voilà comment voit le monde Trump, qu'il le voit de manière assez simple, pour ne pas dire simpliste, mais en tous les cas, c'est de bon augure qu'il y ait un rapprochement entre les États-Unis et la Russie, malgré les tensions internationales énormes. En parlant de rapprochement États-Unis et Russie, remémorons-nous peut-être le plus grand rapprochement de tous, tout du moins s'il se concrétise. Hein, là, on a The Moscow Times qui nous dit la Russie et les États-Unis ont tenu des discussions secrètes sur la relance du gazoduc Nord Stream 2, hein, d'après l'article allemand du Bild. Donc tout ça montre quand même que les rapprochements sont assez nombreux. Alors maintenant, on va voir si tous ces rapprochements tiendront. Seul l'avenir nous le dira. Mais en tous les cas, c'est de bon augure de rapprocher ces deux énormes blocs afin qu'il y ait la paix entre eux, même si tous ces signes de rapprochement n'ont absolument rien de concret pour l'instant, c'est quand même de bon augure pour l'avenir. Là, on a Politico qui nous dit cette fois, Trump se moque de l'offre de médiation de Poutine dans la guerre entre Israël et l'Iran. Vladimir, faisons d'abord office de médiateur auprès de la Russie. Tu t'en occuperas plus tard, a déclaré le président américain. Donc là, c'est très moqueur. Le président américain Donald Trump ne veut pas que le dirigeant russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit israélo-iranien avant de mettre fin à la guerre du Kremlin contre l'Ukraine. Moscou a proposé à plusieurs reprises de négocier la fin de l'escalade des attaques de missiles menées par Israël et l'Iran. Mais bien que Trump ait précédemment déclaré être ouvert à une médiation de Poutine, il a changé d'avis mercredi. Oh, comme d'habitude, quoi. Il a même proposé sa médiation. Je lui ai dit, donc Trump dit cela à Poutine. Trump dit, fais-moi plaisir, fais ta propre médiation. Commençons par la médiation avec la Russie, d'accord, a déclaré Trump aux journalistes à la Maison-Blanche. Et j'ai dit, Vladimir, commençons par la médiation avec la Russie, tu t'en occuperas plus tard de l'Iran. Là, il parle. Alors, vous voyez, il dit ça comme si Poutine était dos au mur, qu'il avait les mains déjà complètement pleines avec l'Ukraine et que Poutine ne pourrait pas se permettre de faire une médiation entre Israël et l'Iran. Bon, bah voilà, c'est du Trump qui pense que Poutine est dos au mur, voilà, qui doit se concentrer uniquement sur l'Ukraine, comme s'il ne pouvait pas faire les deux. Faudrait rappeler à Trump qu'en attendant, il y a des morts du côté israélien et des morts du côté iranien, des militaires, dont beaucoup de civils. Le temps est dans l'urgence. Donc si Poutine peut apaiser les choses entre Israël et l'Iran, chose que apparemment est incapable de faire Trump, qui lui donne tous les signes contraires, c'est-à-dire comme quoi il voudrait faire la guerre avec l'Iran, même s'il laisse planer le doute, dans les actes, tout montre qu'il veut faire la guerre avec l'Iran. Peut-être qu'il bluffe, nous verrons bien, pour impressionner l'Iran simplement. Mais en attendant, l'Iran est très ferme et le meilleur médiateur du monde pour cette nouvelle guerre, bah, c'est bien sûr la Russie qui qui s'entendait bien avec Israël. Maintenant, c'est plus le cas vu que la Russie condamne fermement Israël de son agression envers l'Iran, comme la Chine et l'Inde d'ailleurs, et en particulier les plus hurlants sont les Pakistanais et les Turcs, hein, c'est eux qui hurlent le plus contre Israël. Mais bon, bref,
Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous montrer la volatilité, on va dire, habituelle quant aux décisions de géopolitique mondiale de Donald Trump. On a l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. Et le problème, c'est que Donald Trump, si c'est sa stratégie de montrer au monde qu'il est imprévisible, eh bien, dans ces cas-là, il montrera au monde que c'est quelqu'un de dangereux, qui ne tient pas parole, qui change d'avis du jour au lendemain, et donc qu'on ne peut pas lui faire confiance, parce qu'on en arrive là. Donc imaginez-vous si un pays ne peut pas du tout faire confiance aux États-Unis, c'est extrêmement grave. Donc une perte de confiance veut dire aussi une perte de respect. Donc plus personne ne va avoir du respect envers Donald Trump, qui va être considéré comme un clown. Pour la première puissance du monde que sont les États-Unis, c'est quand même absolument terrible. On parle là des États-Unis, donc il faut quelqu'un qui soit justement prévisible, qui soit droit dans ses bottes, qu'il ait des principes à montrer au monde et qu'il se tienne à ses principes, qu'il se tienne à ses valeurs, à la dignité, à l'honneur. Si un président américain n'a aucun principe, aucun honneur, prend une décision un jour X et le lendemain une décision Y qui est l'opposé, comment voulez-vous que les États-Unis se fassent respecter? Où est la dignité là-dedans et l'honneur? Où sont les principes de diplomatie? Il n'y a absolument aucun principe avec Donald Trump et j'ai presque envie de vous dire c'est de pire en pire avec le temps. En tous les cas, Donald Trump me déçoit moi personnellement énormément alors que j'avais été très content qu'il ait été élu. En tous les cas, dommage, Trump fait la même chose que Trump numéro 1 lors de son premier mandat et c'est très triste pour les États-Unis. Alors, toujours dans les nouvelles, on a le Washington Post qui nous dit la Russie frappe Kiev avec l'attaque la plus meurtrière de l'année. Le G7 évite de parler de l'Ukraine. La Russie a attaqué plusieurs villes d'Ukraine avec 440 drones et 32 missiles, tandis que Trump a évité de s'engager à prendre de nouvelles sanctions donc contre la Russie lors du sommet du G7. Bon, entre Trump qui dit qu'il aimerait bien que la Russie fasse partie du G8, plus la guerre qui est arrivée entre Israël et l'Iran, qui éclipse totalement, bien évidemment, ce qui se passe en Ukraine, bon, tout mène évidemment sur le fait que l'Ukraine va être complètement abandonnée. Maintenant, c'est une lapalissade que de dire cela, mais bon, quand même, malgré tout, il faut le dire, puisqu'il y a malgré tout cette propagande générale occidentale, comme quoi l'Ukraine est toujours bien là, que tout espoir n'est pas perdu, car elle va avoir le soutien total de l'Union européenne. Et effectivement, c'est le cas, hein. Sauf que le soutien total de l'Union européenne est extrêmement faible par rapport à ce qu'a besoin l'Ukraine. D'ailleurs, Zelensky a beaucoup râlé dernièrement là-dessus, sur le fait que l'Union européenne parlait beaucoup, mais en réalité donnait très peu. Et là, il pointait du doigt surtout l'Allemagne, donc qui fait encore du Olaf Scholz, c'est-à-dire beaucoup de promesses, beaucoup d'annonces dans les médias, mais dans la réalité, très peu de livraison à l'Ukraine. Pour mieux appuyer ce que je viens de vous dire, on a Eurasia Daily qui nous dit, d'après le Daily Telegraph, le grand journal anglais, l'Ukraine a perdu l'aide américaine. L'Ukraine a perdu son allié le plus riche et le plus puissant, les États-Unis ayant réduit leur aide militaire, écrit le journal britannique The Daily Telegraph. Certains programmes de l'ère Biden sont encore en cours de développement, mais le résultat amer pour Kiev est qu'elle a été abandonnée par son allié le plus puissant et le plus riche, indique l'article. Washington suspend son aide militaire à l'Ukraine. Lors d'une audition au Congrès cette semaine, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a confirmé que l'administration Trump avait une vision totalement différente du conflit en Ukraine, indique la publication. La publication note que le régime de Kiev a 3 options:
compter sur l'aide de l'Europe, tenter de conclure un accord d'armement avec Washington ou développer sa propre production d'armes et d'équipements. Et apparemment, c'est l'option numéro 1 et 3 qui sont en train de se faire, comme on l'a déjà vu dans d'autres points sur l'Ukraine, avec des investissements français, allemands, britanniques en Ukraine. Donc je vous ai montré que les Britanniques voulaient construire des usines de drones en Ukraine. L'Allemagne, elle, a une grosse usine de drones en Allemagne pour aider uniquement pour fabriquer des drones pour l'Ukraine. Et la France veut faire appel à Renault pour fabriquer une usine de drones en Ukraine. Bon, est-ce que tout cela viendra en temps voulu pour l'Ukraine, c'est-à-dire pas en 2027, pas en 2028 ou en 2030, mais en 2025, on verra, mais c'est extrêmement peu probable, bien évidemment. Cela dit, même si tout cela est vain, l'Union européenne va faire une fuite en avant dans l'aide à l'Ukraine, bien évidemment, comme on va le voir. Politico nous dit « La Grande-Bretagne se prépare à la guerre, mais ne demandez pas le coup. Un rapport officiel sans appel indique que le conflit entre États est de retour en Europe. Mais une lutte fait rage au sujet de la réponse du gouvernement de Keir Starmer, à court d'argent. Et oui, combien de fois je vous ai dit l'effondrement économique de l'Europe, et en particulier du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France. Il y en a d'autres, hein, comme l'Espagne ou l'Italie, mais ces trois pays-là sont les plus touchés. Donc, et parmi les plus touchés de ces trois-là, on a la Grande-Bretagne, qui est dans un état catastrophique économiquement. Mais bon, c'est comme ça. Et on a la Grande-Bretagne qui augmente considérablement son budget de la défense, a beaucoup de projets, mais ils n'ont pas d'argent. Et pourtant, voilà, ils font ces projets-là. Alors, l'article est assez long, mais en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'article? Eh bien, qu'il est possible qu'il y ait de grosses hausses d'impôts, qu'il y ait des hausses de taxes diverses et variées, et qu'évidemment, les Britanniques vont être la vache à lait, donc on va les pressurer afin de payer tout cela. Voilà. Alors que les pauvres Anglais sont déjà dans un état, on va dire, catastrophique au niveau de la vie quotidienne, eh bien, ça va être encore bien pire. Voilà. Donc, quel avenir brillant, hein, ça, on peut le souligner. Quel avenir brillant promet Starmer à son peuple, à son propre peuple. Voilà. Comme si la Russie allait attaquer la Grande-Bretagne. Voilà où on en est, hein. Mais on peut dire la même chose pour la plupart des pays d'Europe. Évidemment, je ne vous cache pas le fait qu'il n'y a pas que la Grande-Bretagne à faire cela, mais c'est eux les plus enragés concernant le financement, c'est-à-dire c'est des financements colossaux qui vont endetter énormément le pays et comme je vous l'ai déjà dit, qui vont pressurer encore plus les pauvres Britanniques qui sont déjà dans un état, on va dire, moralement parlant, absolument terrible. Alors toujours dans la stupidité pure et dans un sens de l'autodestruction assez navrant à voir, on a cet article de CNN qui nous dit « Le Royaume-Uni va construire de nouveaux sous-marins d'attaque et renforcer sa préparation au combat en gardant un œil sur la Russie », déclare Starmer. C'est lui, Keir Starmer. Et donc là, regardez, la Grande-Bretagne va construire de nouveaux sous-marins d'attaque, investir des milliards dans des ogives nucléaires et se diriger vers une préparation au combat, a déclaré Starmer. Le gouvernement de Starmer a déclaré qu'il construirait jusqu'à 12 nouveaux sous-marins d'attaque dans le cadre de son partenariat AUKUS avec les États-Unis et l'Australie, remplaçant la classe actuelle de 7 sous-marins du pays à partir de la fin des années 2030. Il lancera également un renouvellement historique de la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni, soutenu par un investissement de 15 milliards de livres sterling, soit 20,3 milliards de dollars. Lorsque nous sommes directement menacés par des États dotés de forces militaires avancées, donc il ne dit pas la Russie, mais c'est tout comme,
le moyen le plus efficace de les dissuader est d'être prêts et, franchement, de leur montrer que nous sommes prêts à apporter la paix par la force, a déclaré Starmer. Eh oui, il aurait très bien pu dire, et ça aurait été pareil, apporter la paix en faisant la guerre. Eh oui, parce que ça veut dire strictement la même chose. Ah, Keir Starmer, voilà, il est obligé d'être un va-t-en-guerre, exactement comme faisait Macron. Pourquoi? Parce que Keir Starmer a d'énormes scandales qui le poursuivent en Angleterre, dont trois call-boys ukrainiens qui ont incendié sa maison. Et en Angleterre, c'est un énorme scandale parce que on subodore que Keir Starmer serait en réalité bisexuel et qu'en Ukraine, eh bien, il aurait eu des affaires avec ces trois call-boys ukrainiens. Voilà, quand il était en Ukraine. Et c'est pour ça que ces trois call-boys qui ont été arrêtés en Angleterre, du fait qu'ils ont incendié la voiture et la maison de Keir Starmer, eh bien voilà, il a toutes ces affaires aux fesses, pourrait-on dire. Alors pourquoi ces call-boys auraient fait cela? D'après George Galloway, donc un député anglais, ce serait, d'après les rumeurs, parce qu'évidemment on n'a aucune confirmation, c'est qu'il se serait fortement disputé avec ces call-boys, peut-être pour des histoires d'argent, ou peut-être parce qu'il leur a promis des choses et qu'il n'a pas tenu parole. Bon bref, les rumeurs vont bon train. Sans compter la probabilité aussi, c'est ce qu'on dit. Alors là par contre, attention, là c'est plus dans le fait divers mais dans la rumeur, qui participerait aux affaires de Epstein. Voilà, mais bon, là c'est du domaine de la rumeur. Donc vous voyez que il n'est pas à l'aise Starmer en son propre pays. C'était à noter. Là, deux articles que j'ai pris comme exemple, un du Daily Mail et un autre de Forbes. Le Daily Mail nous dit: les mères britanniques doivent accepter que leurs fils doivent mourir pour défendre la Finlande, ou alors il n'y a plus d'OTAN. Le deuxième article nous dit que les Britanniques devraient commencer à apprendre à parler russe sans une augmentation majeure des dépenses de la défense, avertit le chef de l'OTAN. On note que chaque semaine, il y a une surenchère et on sent vraiment qu'ils veulent vendre à tout prix la prochaine invasion russe qui évidemment arrivera inéluctablement et très bientôt. Donc des soldats russes et des tanks déferleront immanquablement sur l'Europe. C'est ce que nous promettent les Britanniques, les Allemands et les Français, quoique depuis un certain moment, les Français se sont un petit peu calmés. Mais en tous les cas, voilà ce qu'ils ne cessent de nous vendre dans les médias, cette menace russe qui est absolument terrible et qui va arriver bientôt. Pas dans longtemps, mais bientôt. Pour finir sur la folie de l'Union européenne quant à cette menace russe qui déferlerait en Europe, on a El País qui nous dit: entraînement militaire de week-end pour les civils en Pologne. Je veux apprendre des choses qui me seront utiles en cas de guerre. C'est mon devoir patriotique. Le gouvernement de Donald Tusk redouble d'efforts pour préparer la population à la menace russe. Objectif: former 100 000 volontaires par an. Et vous vous doutez bien que tout cela coûte énormément d'argent, alors que la Pologne, exactement comme la Grande-Bretagne, mais dans une moindre mesure certes, a d'énormes problèmes économiques. Voilà, donc, mais, malgré tout, peu importe les dettes, peu importe les problèmes économiques, ils vont faire tout cela, et ils le font d'ailleurs, hein, puisqu'ils vont former 100 000 volontaires par an. Combien ça va coûter, nul ne le sait, mais en tous les cas, ça va coûter extrêmement cher. Là, par contre, tout le monde est d'accord. Vous voyez, ça n'en finit plus et ça part tous azimuts, hein, ces efforts, ces budgets militaires, dans tout genre pour contrer la Russie, ça part tous azimuts, hein. Et ça ne s'arrête pas.
Alors, comment va s'en sortir l'Union européenne? Parce que tout ça, c'est l'Union européenne. Eh bien, l'Union européenne va demander encore plus d'argent aux pays les plus contributeurs, l'Allemagne et la France, comme d'habitude. Donc tout ça est absolument navrant et absolument terrible pour l'économie des Européens. Ici un rapport très intéressant de Simplicus the Thinker qui nous montre un graphique venant de Russie qui nous montre les échanges de morts, hein, de soldats morts entre la Russie et l'Ukraine. Donc là, vous pouvez voir en bleu les corps ukrainiens restitués par la Russie et en rouge les corps russes restitués par l'Ukraine tout au long de la guerre entre le 16 mai 2023 et le 16 juin 2025. Donc quand il y a eu des échanges de soldats morts, on peut voir que les Russes ont quand même, quand on regarde le graphique, donné beaucoup plus de soldats ukrainiens morts que les Ukrainiens ont donné des soldats morts russes. Regardez là, les soldats morts russes, donc il y a eu un petit pic ici, et là, regardez le nombre de soldats morts russes, très peu. Et là, énormément de soldats ukrainiens. On finit avec un dernier échange le 16 juin 2025 avec 1248 corps ukrainiens donnés à l'Ukraine. Donc tout cela en dit très long, mais n'est vraiment pas surprenant. Alors là, on va regarder quelque chose de très intéressant. C'est une conférence de Pavlo Palissa, qui est le chef adjoint du bureau de Zelensky. Et lors de sa conférence, il veut nous montrer que les Russes ont des projets pour l'Ukraine, des projets de conquête bien sûr, dont en 2025 une zone tampon que vous voyez là, et bien entendu les territoires pris que vous pouvez voir ici. Et donc là vous voyez les quatre oblasts, la Crimée, et la zone tampon hein, qui va loin jusqu'à la frontière polonaise, cette fameuse zone tampon au nord, ainsi qu'une zone tampon, là, entre guillemets tampon, une avancée en 2025. En rouge, c'est les avancées russes 2025. Hein. En rose clair, c'est ce que les Russes ont déjà depuis longtemps. En rouge, hein, c'est vraiment le futur pour cette année. Et là, vous voyez en gris hachuré très clair, eh bien, c'est ce que prévoit de prendre, d'après Pavlo Palissa, la Russie en 2026. Voilà. Alors, comment les Ukrainiens savent ça? On ne le sait pas, mais en tous les cas, voilà, le gars, il présente ça comme ça. Donc, en 2026, ça irait jusqu'à Kiev. Kiev, c'est ici, donc il y aura encore pas mal de oblasts prises par les Russes, hein, d'après eux. Voilà, carrément, ce haut responsable montre les buts de Russie. Comment le savent-ils? On ne le sait pas. À mon avis, c'est juste pour montrer au monde que la Russie veut s'emparer de bien plus de territoires. Je suppose que c'est un appel à l'aide, encore une fois, à l'international et particulièrement à l'Union européenne pour dire qu'il se dépêche parce que ce plan là de conquête c'est 2026 hein. C'est pas si loin que ça hein. Voilà, en tous les cas c'est ce que suppose l'Ukraine. Donc ici armement, là on a Military Watch Magazine qui nous dit il ne reste que 4 chars Abrams. Comment la Russie a anéanti 87% de la flotte ukrainienne fournie par les États-Unis. Donc là, on apprend que 31 véhicules Abrams avaient été donnés par les États-Unis fin 2023 et ils ont été détruits ou capturés par les Russes quelques temps après. Donc on en a déjà longuement parlé dans beaucoup de vidéos des chars Abrams et en fait de tous les défauts qu'il avait qui faisaient que il en est arrivé ce qui devait arriver. Hein, je vous avais parlé du coût de sa logistique qui est absolument énorme, qu'il fallait changer 2 fois par jour le filtre à air,
qu'il était extrêmement complexe à manipuler, qu'il était beaucoup trop lourd pour le terrain ukrainien, etc., etc. Donc voilà, là on a une petite mise à jour quant au char Abrams M1A1. Donc évidemment, il ne pouvait en être autrement. Cela dit, les États-Unis n'ont pas perdu grand-chose parce qu'ils se sont débarrassés de leurs vieux Abrams qui dataient de la première guerre d'Irak. Donc voilà, ils ont simplement fait en sorte qu'ils soient fonctionnels, mais ils n'ont fait aucune mise à jour. C'était quand même à souligner. Toujours armement, on apprend par Military Watch Magazine, les canons d'artillerie super lourds nord-coréens démontrent leur longue portée et leur haute précision face aux forces ukrainiennes, d'après le chef du renseignement ukrainien, donc Kirilo Boudanov, chef du SBU. Le commandant de la direction du renseignement de défense ukrainienne, le lieutenant-général Kirilo Boudanov, a souligné les performances des obusiers automoteurs nord-coréens de 170 mm lors d'une récente interview consacrée au soutien des pays étrangers à l'effort de guerre russe en cours, déplorant les graves complications que les capacités avancées de ces canons ont causées aux forces ukrainiennes. La Corée du Nord est le seul pays au monde à disposer d'une artillerie de ce calibre. Alors, bien sûr, c'est un calibre énorme, hein, 270 mm. C'est pas le plus gros, hein. Les plus gros, c'est les deux S7 pions russes de 203 mm. C'est eux qui ont les plus gros. Donc le chef des services de renseignement, c'est-à-dire Kirilo Boudanov, dit « Malheureusement, ce canon se montre plutôt performant au combat. Il tire à une distance relativement longue et sa précision est plutôt bonne. Nous disposons d'informations indiquant que la Fédération de Russie a reçu 120 pièces. Mais je pense que cet approvisionnement se poursuivra car ces canons se montrent plutôt performants. C'est regrettable pour nous car il s'agit d'artillerie destinée aux tirs de longue portée, a-t-il précisé. » Voilà, donc c'était intéressant à noter. Alors là, un article du New York Times qui nous sort un secret de polichinelle. Les États-Unis révèlent un soutien autrefois secret à l'industrie ukrainienne des drones. Le développement d'une nouvelle génération de drones a révolutionné la manière dont les guerres sont menées selon des responsables américains. Et là, on apprend que, outre le soutien technique, les États-Unis ont investi des sommes importantes, dont 1,5 milliard de dollars, envoyés septembre dernier pour stimuler la production de drones en Ukraine, ont indiqué des responsables. Donc, vous voyez que, bon, là... on apprend que les États-Unis sont très impliqués, donc après les bases de la CIA, on a ça et bien d'autres choses, et peut-être que d'ici quelques années, on admettra comme une évidence que les États-Unis ont fait un coup d'État à Kiev en 2014. Bon, exactement comme on dira dans quelques années, bah bien sûr que les Nord Stream ont été explosés par les États-Unis, voilà, exactement à l'image de la guerre d'Irak, avec Colin Powell et sa petite fiole ou les bébés couveuses qui ont permis justement de faire ces guerres en Irak qui ont fait tant de morts, et bien alors que pendant des années, les médias nous disaient bah regardez Saddam Hussein tout ce qu'il a fait, voilà, et maintenant on dit bah bien sûr que les États-Unis ont menti, bien sûr que c'est eux qui ont créé la guerre, exactement comme la guerre du Vietnam où les Vietnamiens auraient tiré sur un navire de guerre américain, voilà le prétexte pour que les États-Unis fassent la guerre au Vietnam. Tout est comme ça. Donc quand on le dit, des gens comme moi qui dénoncent ce genre de coups, certains nous appellent des complotistes, et des années après, ah bah oui, c'est une vérité évidente. C'est toujours comme ça. Et on a toujours l'UE qui se débat pour sanctionner la Russie au maximum. Ici, Politico, l'UE annonce des sanctions sévères visant les secteurs énergétiques et bancaires russes. Notre message est clair. Cette guerre doit cesser, déclare Ursula von der Leyen. Et oui, bon, bref, vous connaissez, c'est la rengaine habituelle. Allez, un dernier pour la route concernant l'UE.
Là, on a l'UE fait face à une bataille difficile pour adopter des nouvelles sanctions contre la Russie. Bruxelles veut couper les flux d'argent vers Moscou, mais la Hongrie et la Slovaquie sont prêtes à bloquer les propositions. Et oui, donc à cause de la Hongrie et la Slovaquie, ça bloque. Mais bon, en attendant, au moment où je vous parle, à la fin, la Hongrie et la Slovaquie ont toujours voté les propositions d'Ursula von der Leyen. Ils ont beau hurler, à chaque fois ils signent. Alors peut-être que là maintenant, ils vont vraiment ne pas signer. J'attends de voir. Parce que à part des hurlades, c'est tout ce que fait la Hongrie et la Slovaquie. Donc le courage a ses limites. Ou alors, ils ont une pression terrible, voire même des menaces terribles, qui font qu'au final, ils signent toujours. Bon, alors peut-être que là, encore une fois, je le répète, vont-ils trouver le courage d'adhérer totalement à leurs principes et de ne pas signer les sanctions contre la Russie. Voilà. Alors pour information, l'UE essayait de pondre un plan pour contourner les voies de la Hongrie et de la Slovaquie, éventuellement de la Serbie. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une unanimité pour faire passer les projets de l'UE, eh bien qu'ils changent les règles en cours de route et que ça soit par la majorité. Évidemment, ça change toutes les chartes de l'Union européenne de faire ça. Pour l'instant, ils n'y sont pas parvenus, mais qui sait, un jour, peut-être forceront-ils tout simplement les plans de l'UE dans la gorge des pays récalcitrants, montrant par là donc la tyrannie totale qui est devenue l'Union européenne. Un dernier article, on a Anadolu Ajansi qui nous dit Zelensky cherche à obtenir des investissements finlandais dans la coproduction d'armes ukrainiennes. Le président ukrainien rencontre le premier ministre finlandais et discute de la coopération en matière de défense. Vous voyez que Zelensky, il tire tous azimuts là. Tous azimuts. Il a demandé à la Suède, là, à la Finlande, à l'Allemagne, à l'Angleterre, à la France. Et tous ont répondu d'accord. Hein. Ils ont tous répondu d'accord pour fabriquer des usines de munitions, de drones en Ukraine et de bien d'autres choses encore. Ils ont tous répondu oui. Hein. Alors maintenant, on va voir dans quelle mesure les promesses se réaliseront et deviendront réellement tangibles. Parce que moi, j'attends de voir. Tout le monde sait très bien que la Russie va être victorieuse, malgré le fait que Wall Street Journal ou l'ISW disent que les avancées russes ne sont qu'une illusion pour leurrer les pays occidentaux, comme quoi leur victoire est imminente. Pour eux, les avancées russes ne sont qu'une illusion d'optique. Voilà. Alors bon, je ne pense pas qu'un investisseur sain d'esprit ira investir en Ukraine, qui est toujours en pleine guerre et dont bien évidemment l'usine aurait de très fortes chances de sauter, soit via une bombe, soit via un missile, ou encore même un acte de sabotage des Ukrainiens pro-russes. Donc ça me semble très compromis tous ces investissements militaires en Ukraine. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, n'oubliez pas un abonnement si ce n'est déjà fait, et aussi n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela, et toujours, soyez curieux.